Sorti en 1989, Indiana Jones et la dernière croisade a ravivé tous les souvenirs. L'aventure, l'humour et cette impression qu'à tout moment quelque chose allait mal tourner pour tous les protagonistes. Réalisé par Steven Spielberg et produit par George Lucas, le film met en vedette Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones, archéologue, professeur et éternel mauvais décideur, aux côtés de Sean Connery qui incarne son père, Henry Jones Sr. Denholm Elliott, Alison Doody et John Rhys Davies complètent la distribution. Ce qui est apparu à l'écran a donné l'impression que la franchise retrouvait toute sa superbe. Aujourd'hui, nous vous présentons 15 anecdotes insolites sur Indiana Jones et la dernière croisade que vous ignoriez probablement. Ne manquez pas la première, l'artefact le plus puissant du film, celui pour lequel tous les nazis d'Europe étaient prêts à mourir, a été conçu pour ressembler à un objet qu'on trouve dans un vide-grenier pour une cinquantaine d'euros. Oui, carrément iconique. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Ça permettra à YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes qui considèrent encore le Fedora comme un accessoire de mode à part entière. Un choix audacieux. Allez, partons à la recherche du Graal. Le père d'Indy était à peine assez âgé pour être son père. Sean Connery incarnait Henry Jones père avec toute la profondeur d'un homme secrètement déçu par l'humanité depuis des décennies. Une énergie très particulière se dégageait de l'écran. Le fossé générationnel entre le père et le fils paraissait parfaitement crédible. Bien sûr, Connery avait 58 ans et Harrison Ford 46, soit 12 ans d'écart. Ce n'est pas un père et son fils. C'est deux hommes, une barbe et une dynamique très convaincante. Pour rendre l'illusion crédible, Connery a fait des choix délibérés. Il a abandonné la perruque qu'il portait à l'écran depuis des années. Il s'est imprégné du gris et a pleinement adopté l'allure d'un homme ayant passé 40 ans entouré de manuscrits anciens et n'ayant aucune patience pour les futilités. Et ça a marché. Pas de remarque. Ford, toujours rasé de près et résolvant chaque problème d'un coup de poing, ressemblait par défaut à la jeune génération, ce qui, toute proportion gardée, était loin d'être le cas. Le scénario faisait tout le travail. L'éternelle insouciance, l'arrogance académique, les querelles qui ressemblaient moins à des dialogues qu'à 40 ans de frustration refoulée, enfin, libérée. Connery incarnait la désapprobation avec un tel naturel que le public n'y a même pas prêté attention. Et heureusement, 12 ans, une barbe et des lunettes rondes ont complètement effacé toute possibilité de doute. C'est soit un coup de maître en matière de casting, soit la preuve qu'une attitude positive peut surmonter presque tous les obstacles. Probablement les deux. Ils ont réellement construit le temple du Graal, puis ont commencé à le détruire. L'effondrement du temple du Graal qui clôt. La dernière croisade possède une force que les effets spéciaux seuls parviennent rarement à égaler. La production a tout construit, puis l'a conçu pour qu'il s'effondre sur commande, car c'était bien évidemment le cas. L'intérieur était un décor grandeur nature, construit avec un niveau de détail habituellement réservé aux constructions destinées à durer. L'équipe a installé un système hydraulique conçu pour déplacer le sol, fissurer des sections et simuler l'effondrement d'une structure. Le tout pendant le tournage et les acteurs jouant à l'intérieur. Bref, du cinéma tout à fait normal. Le système hydraulique pouvait être réinitialisé entre chaque prise. L'équipe passait environ 20 minutes à tout remettre en place et à reboucher les fissures avec du plâtre frais avant la prise suivante. La construction du décor avait nécessité 6 semaines, reposant sur 24 mètres de vérin hydraulique et 10 cardans. L'ensemble avait été conçu spécifiquement pour être démonté et démonté à répétition dans l'émission Q. Le décor était spécifiquement pensé pour être détruit et reconstruit sans cesse jusqu'à ce que chaque prise de vue soit réussie. La prise de vue du Graal touchant le sol, déclenchant la première fissure, s'avéra trop complexe pour le décor grandeur nature et fut confiée à une équipe de modélistes. Pour les moments les plus spectaculaires, comme le gouffre qui s'ouvre sous les personnages, la production a dû recourir à des décors miniatures supplémentaires, le décor grandeur nature ne le permettant pas. De ce fait, le final paraît physiquement instable du premier au dernier plan. L'environnement semble véritablement incertain car la production l'a délibérément créé de manière contrôlée et précisément instable. Un coup de génie. 5 mots qui ont fait basculer toute la pièce. Il y a une scène au château de Brunwald où Indy et son père sont ligotés et où Indy vient de comprendre qu'Elsa travaille pour les nazis. Il se tourne vers son père et pose la question qui saute aux yeux. Comment le savais-tu? La scène était censée maintenir la tension. Comment savait-on qu'elle était nazie? Sean Connery avait d'autres projets.
Sans le prévenir, Connery regarda Harrison Ford et prononça 5 mots que personne sur le plateau n'avait vu venir. Elle parle en dormant. La révélation a fait de l'effet d'une grenade. La réaction de surprise d'Harrison Ford était tout à fait authentique, car personne ne l'avait prévenu que Connery allait révéler l'air de rien. Henry Jones père avait lui aussi été proche d'Elsa. L'équipe a craqué, les acteurs aussi. Le tournage s'est complètement arrêté. Impossible de se retenir. Il a fallu attendre que le fou rire se calme avant que quiconque puisse tenter de garder son sérieux. Ce qui rend la scène encore plus percutante, c'est la superposition des éléments. C'est drôle en soi. C'est encore plus drôle quand on voit la réaction authentique de Ford. Et c'est d'autant plus drôle quand on réalise que la blague vise précisément Indiana Jones, l'archéologue Globetrotter. C'est un aventurier, un dur à cuire qui tabasse les nazis et qui se fait surpasser sentimentalement par son père, un universitaire en tweed. La scène élégante du Zeppelin a été filmée sans pantalon. La séquence du Zeppelin dans la dernière croisade est l'un des moments les plus raffinés du film. Harrison Ford et Sean Connery, assis face à face comme de véritables gentlemen, calms, dignus, mais complètement sans pantalon. La chaleur sur le plateau était insoutenable. Les projecteurs du studio étaient à pleine puissance. Les costumes d'époque étaient lourds, et la scène était censée donner l'impression d'un vol de croisière élégant, alors que tous les participants étaient en train de cuire lentement sur le pouce. Sean Connery analysa la situation, prit une décision rapide et décisive. Il retira son pantalon. Harrison Ford entra, jeta un coup d'œil à ce que Connery préparait sous la table et resta un instant sans voix. Connery, apparemment, plaida sa cause avec une sincérité totale. La caméra ne descend jamais en dessous de la table. Le public ne voit rien et tout le monde peut terminer la scène sans coup de chaleur. Ford y réfléchit pendant environ 5 secondes et arriva à la seule conclusion logique possible. Pantalon disparu. Soit. Vous savez, partager ses aventures est une expérience intéressante. 2 des plus grandes stars du cinéma mondial, en chemise à carreaux, ont livré l'un des échanges les plus mémorables de toute la saga. Et personne dans la salle n'en avait la moindre idée. La scène paraît soignée, posée et parfaitement civilisée grâce au talent des acteurs. Et aussi parce que le cadreur avait reçu des instructions très claires sur les ondes à ne pas filmer. Ils ont construit un char de 28 tonnes de A à Z. La poursuite en char dans le désert de Star Trek. La dernière croisade fait paraître les effets spéciaux numériques modernes presque truqués. Elle paraît réelle parce qu'elle l'était vraiment. La production a construit le char de toutes pièces. La base était une excavatrice fonctionnelle que l'équipe a transformée en une machine d'acier de 11 mètres de long et de 28 tonnes, capable de se déplacer sur le terrain accidenté du désert sans se désintégrer. Quelqu'un a observé des engins de chantier et a décidé que la suite logique serait de leur donner l'apparence d'engins de la Seconde Guerre mondiale, puis de faire circuler des acteurs dessus. L'acheminer jusqu'au plateau de tournage fut une véritable épreuve. Le char a dû être transporté entier par avion cargo jusqu'à Alria, puis remorqué par camion porte-char. Une fois opérationnelle, la machine est tombée en panne à 2 reprises pendant le tournage. La plus notable fut l'explosion de 2 vannes de refroidissement, provoquée par la fusion de la soudure et son mélange à l'huile. Un incident pour une machine de 28 tonnes, construite sur mesure et poussée dans la chaleur, et sur un terrain accidenté avec une équipe réduite à bord, est pour le moins surprenant. La production a également construit plusieurs versions. Un char grandeur nature pour les scènes d'action et une section supérieure plus légère en aluminium pour les gros plans, afin que les acteurs ne jouent pas à proximité d'un élément potentiellement dangereux. Et une maquette pour la scène de la falaise à la fin. 3 maquettes distinctes pour un seul véhicule, car l'exigence de perfection était sans limite. La séquence finale reste impressionnante des décennies plus tard précisément, parce que la menace était bien réelle. Quand l'Inde est suspendue à cet engin, aucun trucage visuel ne vient atténuer la tension. Le char était réel, le désert était réel, et les cascades étaient aussi dangereuses qu'elles en ont l'air. Un pont invisible a trompé tout le monde. Le saut de la foi est l'une des plus grandes illusions cinématographiques de toute la saga. Indiana Jones, au bord d'un canyon sans fond. Rien sous lui que le vide et un destin incertain. Il se lance quand même, on dirait de la magie. C'était en réalité du polystyrène. ILM a construit un décor miniature de 2,75 mètres de haut et 4 mètres de large. Une paroi rocheuse sculptée dans du polystyrène, puis a demandé à l'artiste Paul Hust de peindre le pont à la main en regardant directement à travers la caméra de surveillance. Il a peint exactement ce qu'il voyait en dessous, reproduisant chaque ombre,
chaque texture, chaque fissure de la paroi du canyon derrière le décor. Depuis un point de vue précis, le pont disparaissait complètement du décor. Déplacer la caméra de quelques centimètres dans n'importe quelle direction, et l'illusion s'effondrait, révélant un accessoire disgracieux et visible, totalement déplacé dans un long métrage. Tout le tour de passe-passe reposait sur un seul angle de caméra fixe, un point précis et optimal. La marge d'erreur était quasiment nulle. L'équipe des effets spéciaux n'avait qu'une seule chance de réussir. Et personne sur le plateau ne respirait normalement en attendant le résultat. Lorsque le film change enfin d'angle pour révéler le pont au public, c'est un choix délibéré. L'illusion n'est dévoilée qu'une fois son effet accompli. Le film a attendu de ne plus avoir besoin de vous tromper avant de vous révéler le procédé exact, ce qui est d'une audace géniale. Le bruit du château en flammes ressemblait à celui d'un gobelet en mousse. La séquence du château dans la dernière croisade est particulièrement riche en événements. Le feu qui lèche les murs, les frères Jones, l'égotesse dos à dos, une cheminée tournante qui, contre toute attente, devient leur meilleure chance de s'échapper. Cette cheminée tournante était un véritable élément de décor mécanique, une structure rotative entièrement fonctionnelle construite au studio Elstree, dans laquelle Ford et Connery étaient réellement sanglés et faisaient tourner devant la caméra. Les photos de production du BFI le confirment. Deux des plus grandes stars d'Hollywood, physiquement enchaînées dans un décor rotatif, tournaient dans une pièce en proie aux flammes. La séquence de l'incendie a été délibérément réservée pour la fin du tournage au château, un choix de planification qui en dit long sur la confiance que l'équipe accordait au décor. L'incendie en lui-même paraissait convaincant, mais le rendu sonore à l'écran, c'est une autre histoire. Le concepteur sonore Ben Burtt, à qui l'on doit certaines des bandes sont les plus emblématiques du cinéma, avait besoin du son parfait pour un château en flammes. Sa solution? Manipuler numériquement le bruit d'un gobelet en polystyrène. C'est tout. Le crépitement et le rugissement du feu qui emplissent la scène et soulignent l'urgence. De chaque instant proviennent du travail de quelqu'un sur le son d'un gobelet à café en mousse. En 1988, le tournage de films pratiques se résumait à une compétition entre ce que l'on pouvait construire physiquement et ce que l'on pouvait simuler avec créativité. L'incendie du château a remporté la palme sur les deux plans. La cheminée tournante était entièrement réelle, tandis que le bruit du feu était totalement inventé, époustouflant. Harrison Ford s'est en quelque sorte engagé lui-même. Interpréter une version plus jeune d'un personnage déjà établi est un piège dont la plupart des acteurs ne se sortent pas indemnes. River Phoenix n'a pas rencontré ce problème, et cela tient en grande partie au fait que Harrison Ford l'a personnellement recommandé. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble sur La Côte des Moustiques, où ils incarnaient un père et son fils. La recommandation de Ford à Spielberg ne portait pas sur la performance de Phoenix. Elle était plus précise. Ford lui a dit directement, « Le type qui me ressemble le plus quand j'avais cet âge-là, c'est cet acteur qui s'appelle River Phoenix. » Spielberg a rencontré Phoenix, a accepté le rôle et l'a engagé. Ce que Phoenix a fait ensuite mérite d'être souligné. Plutôt que de se contenter d'imiter Ford, de copier sa voix ou ses expressions, Phoenix a discrètement étudié Ford entre les prises sur La Côte des Moustiques. La posture, l'attitude, l'énergie particulière d'un homme qui improvise pour surmonter une crise tout en dégageant une assurance inébranlable. Spielberg a ensuite demandé à Ford de passer une semaine sur le plateau pour diriger personnellement Phoenix. Je voulais m'assurer qu'il maîtrise parfaitement ses mouvements. Ford a déclaré que le résultat final est l'une des transitions de personnages les plus convaincantes de toute la franchise. Dès la séquence d'ouverture, on est immédiatement conquis. C'est tout simplement parfait. Petite pause si vous êtes prêt à nous rejoindre pour l'expédition. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. On vous réserve plein de surprises en coulisses. Et vous ne voulez surtout pas rater la prochaine aventure. Pendant que vous êtes là, activez les notifications et partagez en commentaire votre scène préférée de la dernière croisade. On reprend le compte à rebours. Il faut absolument qu'on arrive à Hate à temps. Le problème des rats, un problème dont personne n'a besoin. La séquence des catacombes dans la dernière croisade ne fait pas dans la subtilité. Indy tombe dans le tunnel et se retrouve immédiatement cerné par un véritable tapis de rats. Il s'agissait d'environ 5-0 vrais rats. La production ne pouvait pas se contenter de capturer des rats sauvages. Ces derniers sont porteurs de maladies, n'obéissent à aucune consigne et ont un comportement généralement difficile à gérer sur un tournage. La production a donc opté pour une solution tout à fait raisonnable. Les faire élever spécialement dans des conditions contrôlées. Lucasfilm en avait commandé un 0 au départ. La situation a ensuite empiré, car les rats excellents dans un domaine bien précis
Au moment du tournage, leur population avait quintuplé. L'équipe avait commandé une infestation de rats et en a reçu 5 fois plus, sans frais supplémentaires. Un véritable cauchemar. Les rats ont même pris au moins une décision de casting avant Spielberg. L'actrice Amanda Redmond s'est vue proposer le rôle d'Elsa Schneider, mais l'a refusé catégoriquement. La raison? Une véritable phobie des rats et l'absence totale d'envie de les avoir sur la tête pendant le tournage. Alice et Doody ont finalement obtenu le rôle pour les scènes d'incendie. La production les a remplacés par 1 millier de rats mécaniques et les bruits entendus n'étaient en réalité pas des rats. L'équipe audio a utilisé des cris de poulet accélérés, car les rats vivants sont apparemment trop silencieux pour susciter la terreur nécessaire. La scène finale met en scène 5 Zero Rats vivants, 1 millier de rats mécaniques et des poulets qui chantent réellement. Contre toute attente, elle reste l'une des séquences les plus marquantes de toute la franchise. La cascade avec les oiseaux était plus audacieuse qu'il n'y paraît. Dans La Dernière Croisade, il y a une scène où Henry Jones père agite son parapluie devant une nuée de mouettes. Les oiseaux se dispersent et se retrouvent face à un avion nazi qui arrive en trombe. Et la situation se retourne contre les nazis de la meilleure des manières. C'est rapide, ingénieux et, à l'écran, ça paraît presque sans effort. Arriver sur place fut une toute autre histoire. Impossible d'utiliser de vraies mouettes. Impossible de les dresser. Et même en faisant abstraction de ce problème, elles l'ont prouvé d'emblée en refusant de s'envoler lors de la première prise. L'équipe a donc remplacé les faux oiseaux, posés sur la table, par un petit groupe de colombes dissimulées sous un drap. Au moment fatidique, les colombes furent lâchées et des poignées de plumes blanches furent projetées en l'air. À la bonne distance, et grâce à un montage soigné, l'illusion était tout à fait convaincante. Pour la collision avec l'avion, ILM réalisa les plans rapprochés en faisant tomber des croix recouvertes de plumes directement sur la caméra. Un trucage simple et peu coûteux qui donne l'illusion, à l'écran, d'oiseaux heurtant la vitre du cockpit. La bande-son n'a parachevé l'illusion. Les sons de la scène finale sont de véritables cris de goélands, superposés à des images de colombes lâchées au bon moment depuis un drap, frappant d'un avion représenté par des accessoires recouverts de plumes et lâchés devant l'objectif. Des oiseaux factices, une poignée de colombes dressées, quelques plumes éparses et des enregistrements de cris de mouettes empruntés, le tout assemblé en une blague de 4 secondes que la plupart des spectateurs ont regardé une fois avant de passer à autre chose sans y penser à 2 fois. Un génie méconnu se cache derrière les meilleures répliques. Les dialogues de La Dernière Croisade ne ressemblent pas à ceux d'un film d'action classique. Ils sont bien trop complexes. Les insultes sont teintées d'une arrogance intellectuelle, et chaque argument semble imprégné de 30 ans d'histoire latente. Ce n'est pas le genre de chose qui surgit d'un simple brouillon de scénario. Voici Tom Steppard. Si ce nom vous semble étranger à une toute autre conversation, c'est normal. Steppard est l'auteur de Rosencrantz et Guildenstern sont morts, a remporté l'Oscar pour Shakespeare in Love, et est largement considéré comme l'un des plus grands dramaturges du 20e siècle. Il a été engagé tardivement pour peaufiner le scénario de La Dernière Croisade, ce qui, au final, s'est avéré être un euphémisme. Il a réécrit des pans entiers des dialogues et a tout fait sous le pseudonyme de Barry Watson, son vrai nom n'apparaissant nulle part au générique du film. Spielberg l'a déclaré plus tard sans embâge. Tom est responsable de la quasi-totalité des dialogues. Il a été payé 120 $ pour son travail. Après le succès retentissant du film, devenu le plus gros succès de 1989, il a reçu une prime d'1 million de dollars. L'un des scénaristes les plus célèbres de notre époque s'est discrètement introduit dans une franchise de films d'action à succès sous un pseudonyme. Il a réécrit presque toutes les répliques que le public cite encore aujourd'hui et a récolté une belle récompense avant de se retirer. Personne dans la salle n'était au courant. La Dernière Croisade était la tournée d'excuses cinématographiques de Spielberg. Indiana Jones et le Temple maudit a exploré des thèmes difficiles, des thèmes sombres. On parle d'esclavage d'enfants, de sacrifices humains et d'un méchant arrachant tranquillement le cœur encore palpitant d'un homme, comme si c'était un geste tout à fait normal. Le tollé fut tel qu'il contribua à la création de la classification PG-13. Indiana Jones et le Temple maudit et Gremlins sortirent à 2 semaines d'intervalle durant le même été. Steven Spielberg en était le mieux placé pour le comprendre. Il jugea le film trop sombre, trop souterrain et beaucoup trop horrible. Il quitta le projet, créatif et épuisé, sans aucune envie de réaliser un 3e Indiana Jones. Il avait promis une trilogie à Lucas, qui était donc déjà engagée. Il lui fallait juste une raison de s'y intéresser à nouveau.
Le développement fut chaotique. La première idée de Lucas était une histoire de manoir hanté. Spielberg la rejeta immédiatement, trop proche du poltergeist. Et une idée plutôt mauvaise. Après plusieurs scénarios et versions, une histoire de père et de fils vit le jour. C'est ce qui a ramené Spielberg à la réalité. La dernière croisade a été conçue comme une correction de cap, un retour à l'énergie plus légère et aventureuse des aventuriers de l'Arche perdue. Les nazis sont de retour. Les voyages autour du monde sont de retour. Et avec eux, le sentiment que personne n'allait assister à un film profondément traumatisant. La dernière croisade a été le bouton de réinitialisation de Spielberg, et ça a fonctionné. Il a redressé sa cravate et a dit « Très bien, faisons comme si de rien n'était ». Ce film a transformé un lieu réel en destination incontournable du jour au lendemain. Le trésor de Petra, en Jordanie, se dresse dans ce canyon depuis environ 2 ans avant qu'Indiana Jones ne s'y aventure. Les archéologues le savaient, les voyageurs aguerris le savaient. En 1989, le spectateur moyen ignorait tout de son existence. Puis, la sortie de Star Trek VI, la dernière croisade, a tout changé. La révélation de ce lieu est l'un des plus beaux plans de décor naturel de son époque. La caméra suit Indy à travers un étroit canyon, et soudain, la façade s'ouvre. Une structure immense, finement sculptée, resplendit sous le soleil du désert, comme si elle attendait d'être découverte par un cavalier. Spielberg l'a présenté comme l'entrée du lieu le plus important de la Terre, ce qu'il était en substance dans le contexte du film. Les spectateurs sortaient des salles de cinéma et se précipitaient dans les agences de voyage. Avant le film, seuls quelques milliers de visiteurs se rendaient chaque année à Petra. Ce nombre a depuis atteint près d'1 million par an. Le site a finalement été classé parmi les 7 nouvelles merveilles du monde, une distinction que Harrison Ford doit en partie à son arrivée à cheval, l'air déterminé. L'équipe de production a obtenu l'autorisation d'accéder au site grâce à la famille royale jordanienne. Le roi Hussein et la reine Nouré ont accueilli les acteurs et l'équipe de tournage en tant qu'invités personnels. La reine conduisait parfois Spielberg sur les lieux de tournage. Le roi prêta à la production les 4 chevaux utilisés pour les scènes du temple de Petra, un geste généreux qui se révéla être la campagne touristique la plus efficace et la plus gratuite jamais entreprise par le pays. Aujourd'hui encore, les visiteurs arrivent à Petra et l'appellent le temple d'Indiana Jones. Techniquement, c'est un tombeau. Personne ne s'en soucie vraiment. Et franchement, peut-on leur en vouloir? Les adieux les plus lucratifs de l'histoire d'Hollywood, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. À la sortie de la dernière croisade en 1989, Spielberg et Lucas s'étaient entendus sur un accord. C'était la fin. Le cinéma indépendant s'éteignait. La trilogie était complète. Nul besoin d'y revenir. Et pendant 19 ans, personne ne l'a fait. Puis, au début des années 2000, Hollywood, prise de panique, a examiné ses projets en développement et s'est emparé du précieux répertoire de franchises cultes oubliées depuis des décennies. Rocky a fait son grand retour en 2006. Sylvester Stallone a enfilé à nouveau les gants après 16 ans d'absence et a réalisé un film tout à fait correct, à la surprise générale. Piège de cristal est sorti en 2007, 12 ans après le précédent opus, et a engrangé plus de 390 millions de dollars à travers le monde. Star Wars avait déjà lancé la mode des films de série B avec la prélogie en 1999. Le message était clair. Le public serait au rendez-vous pour ce qu'il aimait déjà, à condition de ne pas le gâcher complètement. Indiana Jones a observé la scène, a posé son café et a déclaré « Tiens mon chapeau ». Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal est sorti en 2008, 19 ans après les adieux, et a rapporté près de 790 millions de dollars dans le monde. Les critiques avaient leur avis, le public aussi. Il était question de crânes extraterrestres, d'un réfrigérateur et d'une conversation que nous n'aurons pas aujourd'hui. Sans doute mieux ainsi. Puis 2023. Le cadran du destin. Harrison Ford à 80 ans. One More Ride. Un budget de production de près de 300 millions de dollars, qui a explosé à plus de 400 millions une fois tous les coûts pris en compte, et des recettes mondiales d'un peu plus de 384 millions. Les résultats financiers ne sont pas ceux escomptés, et le studio le savait. Le franchise, considéré comme définitivement terminé en 1989, est revenu à 2 reprises, a engrangé plus d'1 milliard de dollars avec ces 2 films. Et pourtant, le second retour s'est avéré être un sujet délicat à aborder en réunion. Certains adieux sont réussis, d'autres non, et certains se transforment en leçons coûteuses sur la différence entre les deux. Le Saint Graal a été conçu pour vous décevoir délibérément.
Il est le moteur même de la dernière croisade. Chaque poursuite, chaque nazi muni d'un bloc-notes n'existe que parce que quelqu'un convoite cet artefact. Le film passe 2 heures à préparer le terrain pour cet accomplissement. Le spectateur est conditionné à vivre quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit d'une simple coupe en terre cuite, usée, ordinaire et totalement insignifiante. Un objet qui passerait inaperçu lors d'une vente aux enchères. C'était tout à fait intentionnel. Le décorateur a entouré le véritable Graal de toutes les autres options imaginables. Plaqué or, incrusté de pierres précieuses, si somptueuses est-ce qu'un pirate s'y sentirait mal habillé. Le méchant entre, parcourt la table du regard, et son regard est immédiatement attiré par l'objet le plus impressionnant. C'est l'erreur la plus coûteuse du film, et il la commet en toute confiance. Indy, fidèle à l'enseignement de son père, fait abstraction du spectacle et s'arrête sur la seule tasse qui semble appartenir à quelqu'un qui ne possède rien d'autre, une tasse de charpentier. Ce choix est un piège délibéré, fondé sur le postulat que ceux qui recherchent le pouvoir se tourneront toujours vers ce qui en a le plus l'apparence. Le génie de ce choix réside dans son impact sur le spectateur. L'instinct, forgé par les films d'aventure, nous pousse à croire que l'objet important doit se révéler de lui-même. Or, la dernière croisade conçoit le Graal de manière à déjouer cet instinct, puis transforme cette déception en le point central de l'intrigue. Le véritable trésor n'aurait jamais dû ressembler à un trésor. C'est ce qui distingue ceux qui trouvent la solution de ceux qui n'en sortent pas. Bien joué. Et voilà. 15 anecdotes insolites et surprenantes sur Indiana Jones et la dernière croisade. Le film qui était censé être le dernier et qui l'est encore à bien des égards. Indy a tiré sa révérence en 1989 et rien de ce qui a suivi n'a égalé ce qu'il a laissé derrière lui dans ce canyon. Abonnez-vous, partagez votre anecdote préférée ci-dessous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'emporte encore à l'écoute du thème de John Williams. Allez, on ne juge pas. À la prochaine et faites les bons choix.